Bonjour à tous. Tout le monde a bien mangé? Oui, on est prêt à faire la vague? Parfait. Parce que c'est un peu ce qu'on va faire. On va faire la vague, mais du côté anticorruption, pour vous expliquer un peu le contexte auquel j'ai été exposé dans les dernières années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes chanceux. Mais pour vous expliquer d'où je viens, j'ai fait ma carrière dans les Forces armées canadiennes. J'ai passé 20 ans dans les systèmes d'écoute électronique et à voyager les quatre coins du monde pour justement établir des infrastructures pour permettre aux forces de se déployer. J'ai travaillé en étroite collaboration avec nos collègues américains, australiens et britanniques pendant ces 20 années-là. Et dans les 17 dernières années, ma femme voulait revenir à Montréal, donc j'ai pris un rôle de réserviste où j'ai commandé plusieurs unités tactiques qui ont été déployées eux aussi à travers les différents conflits et aides humanitaires. Ceci dit, les dernières 17 années, j'ai passé une grande partie de mon temps civil à m'éduquer sur la sécurité, la cybersécurité et aussi la vérification, ainsi que la formation du domaine ISO. Donc, sans plus tarder, je vais débuter en vous expliquant un peu ce que je recherche aujourd'hui et ce que j'essaie de vous passer comme information, car cette information-là a été accumulée, je dirais, durant le gros des 30 dernières années, où j'ai eu la chance de travailler avec différentes cultures, différents pays, différents niveaux gouvernementaux. Donc, l'approche que je prends aujourd'hui, c'est pas de vous dire « mettez tel contrôle en place », mais c'est bien de vous exposer le contexte pour, par la suite, vous donner assez d'informations pour que vous puissiez dire « Ah, si je transige avec la Chine, peut-être que je devrais regarder tel type de contrôle. » Donc, moi, ce que je vous offre l'après-midi, c'est tout simplement de mieux comprendre le avant et le pendant pour vous permettre d'analyser et d'arriver avec un système où vous allez pouvoir contribuer avec vos clients à mieux les positionner dans un univers qui est changeant et dont la corruption est souvent dans certains pays coutume. Et c'est un peu ce que je veux vous laisser comme bagage. Si vous avez des questions, pas de problème, vous pouvez me les poser et puis ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Donc, sans plus tarder, c'est comprendre le contexte de la corruption pour vous donner une façon d'atteindre vos objectifs. Mon nom, Sylvain Viault. Désolé, je n'ai pas mentionné ça. Et puis, depuis 2003, j'œuvre du côté ISO. Et j'ai débuté avec une certification ISO 27001. Et tout dernièrement, j'ai été chercher la reconnaissance Maître 27001. Et j'ai aussi 7 autres certifications ISO. Le coût de la corruption au niveau mondial n'est pas négligeable par rapport aux entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui œuvrent au niveau international et, comme on dit, un coin de pays apporte une culture très propre à elle. Et pour les organismes et compagnies, parce que oui, les organismes tels que les Nations unies font face au même dilemme, et même les Forces armées canadiennes. De ce côté-là, pour vous donner une idée, quand on déploie les unités des Forces armées canadiennes, il y a tout le temps des enveloppes discrétionnaires qui sont laissées avec le commandant d'unité pour pouvoir justement mieux s'infiltrer dans les cultures. Donc, la différence avec le ministère de la Défense, c'est que tous ces déboursés sont contrôlés, documentés, mais gardés confidentiels pour toutes les bonnes raisons du monde. Mais il y a toujours en bout de piste une reddition de comptes qui se fait. Donc, pour des organismes à but non lucratif ou lucratif, quand on se déploie dans des pays, il y a des mécanismes qui sont en place pour justement
s'adapter au terrain. Et dans ce cas-ci, c'est le terrain de la corruption, qui est une économie par elle-même dans chacun des pays où j'ai eu la chance de voyager et de travailler. Ici, selon le OLAF, quand on travaille au niveau international, on doit assumer des pertes. Et si le projet est bien encadré, on parle de pertes de 5 à 8 %. Et s'il est plus ou moins bien encadré, parce que même la corruption, on peut l'encadrer, on regarde à des pertes qui peuvent excéder le 18 %. Mon expérience est que ces chiffres-là sont véridiques. Et puis, ceux qui n'arrivent pas dans ces sphères de chiffres-là font face à probablement de l'abus de corruption ou la méconnaissance de la corruption. Donc, aujourd'hui, je vais parler surtout du contexte, la culture, la perception et la réalité. J'ai mis aussi le côté anglophone, donc je peux dire que je ne corromps pas, je ne fais pas la corruption juste des Français, mais je fais la corruption aussi des Anglais. Une observation avant de débuter, c'est que ce qu'on fait avec ISO, c'est quand même assez récent. Plusieurs personnes ici dans la salle ont déjà enquêté sur des cas d'abus, des cas de corruption. Mais la norme ISO est très, très fraîche. Elle est rentrée en place il y a à peine 1 an. Et c'est pour ça que j'y ai adhéré, parce que ça devient un premier pas vers la bonne direction. Et l'observation que je veux faire par rapport à la norme, c'est qu'elle a le potentiel de réduire les risques et coûts corporatifs relatifs à la corruption en considération à la mise en place d'un cadre de gestion ayant comme mission de prévenir et de détecter les activités de corruption, représentant ainsi un avantage d'affaires, une augmentation du chiffre d'affaires et réduction des coûts, un évitement des coûts et réduction des risques, et une marque d'une corporation socialement responsable. On vit aussi la même chose au niveau du réchauffement de la planète. Donc, je ne sais pas si les deux sont interreliés, mais il y a un élément bienfaisant qui est poussé vers l'avant, autant pour l'environnement que le côté corruption. Ici, on va s'attarder à une petite map qui indique très bien les niveaux de corruption répertoriés. La façon avec laquelle c'est répertorié, ça nous indique un cas de corruption par habitant. Et quand on regarde ici, c'est très dur à voir. J'ai un autre diapo pour mieux expliquer le message que je veux véhiculer avec vous. Mais en bout de piste, ce qu'on a, c'est... ici, on a le Danemark, suivi en 9e position du Canada et de la Grande-Bretagne, la Belgique, les États-Unis et le Japon. Donc, ces grands pays-là sont dans les 20 premiers pour le combat à la corruption. J'ai eu la chance d'aller au Danemark pour voir un peu comment ça se passait. Et le Danemark m'a vraiment surpris par leurs valeurs et leur façon de vivre. Et j'ai essayé de faire une adéquation entre les citoyens de Copenhague et leur mode de vie par rapport à la corruption. Et je me suis aperçu qu'avec les enquêtes que j'ai faites auprès des associés là-bas de IBM, que le niveau de vie était un des facteurs les plus importants au niveau de la corruption. Donc, quand on arrive à Copenhague, les salaires sont très bien gérés, la qualité de vie est très bien gérée et l'échelle sociale est très, très limitée. Donc, je peux être le patron d'une grande boîte, mais gagner peut-être 30 ou 40 % de plus qu'un des employés
qui auraient une spécialité similaire à la mienne. Donc, tout l'écosystème fait en sorte que les gens sont bien traités, et étant bien traités, ben, le besoin de faire de la corruption est amoindri d'autant. Et c'est un peu le cas des 20 premiers pays qui font référence à avoir des mesures d'anticorruption. Fait que ça débute vraiment avec la culture des gens. Et puis, on va passer à travers le tableau de façon un peu plus précise parce que je veux partager avec vous mes expériences que j'ai vécues dans chacun de ces pays-là. Mais avant, un élément qui était assez important pour moi, c'était la culture, relativisme, parce qu'on a tous notre perception de quelle est la culture auquel on appartient, puis auquel on fait face. Sur l'heure du dîner, on parlait justement de la culture Montréal versus la culture de Québec. Déjà là, étant dans la même province, partageant le même système économique, on s'aperçoit qu'il y a des différences dans nos valeurs. Ce qui est normal. Et quand on va dans des pays où ils n'ont pas 3 partis, mais une vingtaine de partis politiques qui s'arrachent le trône, on voit qu'il y a encore beaucoup plus de discrimination et de différence au niveau culturel, puis encore là au niveau des mesures de corruption. Donc, quand on parle de culture relativisme, c'est la perception humaine est culturellement déterminée. Donc, ça fait partie de leur ADN. Et ça va prendre des dizaines d'années à changer ce mode-là. Encore, sur l'heure du dîner, on parlait de la cigarette, de l'alcool au volant. Bien, l'anticorruption, c'est un peu la même chose. On vient de réaliser que l'alcool au volant tuait des gens. On a mis une loi qui était assez large, 0.08, et on s'en va vers une loi 0.0. Pour les médicaments et puis les drogues illicites, on essaie de faire passer des lois qui vont prendre le même cadre. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec ISO 37001, c'est qu'on offre un cadre, mais au lieu d'adresser les mauvaises habitudes au niveau d'une cigarette ou de l'alcool, on l'implante et on l'impose du côté de l'anticorruption. Donc, vous voyez le chemin qu'on a fait et le chemin qu'on a encore à faire. Donc, on est très, très loin d'arriver à notre objectif, mais je crois sincèrement que 3701 est une des pierres sur lesquelles on va pouvoir reposer nos fondations. Pour bien des gens, mots et objets peut avoir des significations différentes selon la culture de chacun des individus. Encore là, comme vérificateur, puis analyste et accompagnateur, je n'essaie pas de juger les personnes, mais j'essaie de comprendre les situations. Et c'est en comprenant des situations qu'on va pouvoir arriver à la bonne règle de mitigation, parce que la personne, souvent, si elle est bien encadrée, va s'adapter au changement beaucoup plus qu'un processus. Souvent, les gens disent qu'on peut modifier un processus, c'est vrai, mais c'est que ça coûte des sous à une entreprise. On peut modifier la technologie, c'est vrai, mais ça coûte encore beaucoup de sous à une entreprise. Donc, l'élément le plus facile à changer est souvent la personne. Et c'est souvent l'élément le plus facile et le plus efficace. Donc, quand on implante un cadre tel que 3701, bien, il y a la personne, les processus et les technologies qui reposent tous sur des coûts. Puis à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on met l'emphase sur les personnes et c'est là où on va vraiment retirer le maximum de nos règles de mitigation. Et c'est une des bases pour quelqu'un qui veut implanter justement le 37001, c'est la capacité d'analyser puis de bien comprendre pour pouvoir mieux solutionner. Cependant, la culture de relativisme ne doit pas être confondue avec les principes d'universalité des valeurs morales et éthiques. Donc, en bout de piste, ce qu'on dit, c'est que
oui, il y a une culture, mais il faut rétablir l'ordre avec une éthique, une valeur morale. J'ai été au Mexique, j'ai vu des choses qui dépassent l'imagination. Et c'est que l'éthique là-bas était vraiment là, en bas de la chaîne alimentaire. Pour eux, l'éthique, ce n'est pas la survie. Pour eux, l'éthique, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un mode de vie. Pour eux, l'éthique, c'est tout simplement une belle parole qui ne sera jamais dite. Donc, de là, on doit apprendre et analyser la culture des affaires et prendre le temps de mieux comprendre les pays où vous faites affaire est la clé au contrôle de la corruption. Il faut vraiment rentrer dans les racines d'un pays pour comprendre comment le nourrir. Et c'est exactement l'approche qui est préconisée ici. Encore là, avec la norme ISO 37001, c'est qu'on veut changer les gestionnaires. Donc, c'est un cadre de gestion où on va inculquer aux gestionnaires des bonnes valeurs d'éthique. Leur faire comprendre que payer pour de la corruption peut dégénérer en une grosse maladie au niveau de la corporation et puis faire des victimes à l'interne et à l'externe de la dite corporation. Donc, à ce moment-là, c'est essentiel que les gestionnaires et les administrateurs de l'entreprise embarquent dans l'aventure. Oui. Et puis, ça revient un peu à mon exemple où on passe d'une tolérance, où il n'y avait pas de loi pour l'alcool au volant. On est arrivé avec une loi à 0.08 et puis là, on s'en va vers une loi à 0.0. Donc, on définit justement la limite d'acceptabilité. Exactement. Exactement. On change pas de principe parce que c'est ça. C'est supposé être interdit normalement. Exactement. Et puis, ce qui arrive, c'est que justement, les gens vont adhérer à un niveau d'intégrité, mais ça prend du temps. Donc, les gens, avant d'accepter que 0.08 était la bonne norme, ça a pris un peu de temps, puis on s'est aperçu que c'était la bonne norme, puis qu'on doit pousser encore plus loin l'enveloppe. Donc, et c'est la même chose avec les pays. Ce n'est pas tous les pays qui sont au même niveau que le Canada et les États-Unis ou les 20 premiers pays qui essaient de combattre l'anticorruption. Donc, on doit avoir un message qui est commun, collectif, et qu'en bout de ligne, c'est tout le monde y gagne. Donc, encore ici, on a la liste. Et puis, ce qui m'avait vraiment surpris dans ma petite étude que j'ai faite pour la présentation d'aujourd'hui, c'est que la Chine et la Russie sont dans les pays où la corruption joue un rôle de premier plan dans le monde des affaires. Donc, eux continuent à jouer dans cette ronde-là. Au niveau gouvernemental, gestion, l'environnement, tous les différents autres volets, et on va peut-être y retrouver un peu moins de corruption. Mais quand on parle du monde des affaires, pour eux, c'est normal d'avoir des enveloppes, d'avoir des cadeaux, d'avoir une bouteille de vin. Et puis, comment faisons-nous, nous, Canadiens, qui veulent avoir pignon sur rue en Russie pour arriver à arrimer nos deux valeurs, nos deux réalités, nos deux façons de faire? Et c'est là où la norme a beaucoup de travail à faire, puis qu'elle va aider les gens à mieux se positionner, parce qu'on est capable de doser, en fin de compte, le côté acceptable puis à ce moment-là, ce n'est pas de la corruption, c'est la culture. Un niveau acceptable qui est culturellement acceptable et où est la ligne qui devient de la corruption. Et c'est encore là où je reviens, il faut vraiment bien comprendre les cultures de ce pays-là. Donc, ici, ça ne veut pas dire que la Russie est corrompue. C'est un peu le point que je voulais passer ici, mais c'est juste au point de vue affaires. On dirait que les règles changent pour eux quand on parle d'affaires. Ici, j'ai agrandi la liste parce que je savais que la salle serait pleine et qu'on aurait du monde jusqu'à la porte. Mais quand on parle du Danemark, 1 sur 90, donc c'est une personne sur 90 qui va recevoir une bouteille de vin ou qui va recevoir
un certain service pour avoir aidé une dite corporation à mieux passer un certain obstacle pour pouvoir faire affaire dans leur pays. Le tableau est très bien fait, mais ça vous donne un indice que même dans les pays qui sont très, très bien sensibilisés à ça, qui ont encore une notion de corruption, mais elle s'élimine, elle s'effrite avec le temps. Le Canada, c'est 1 personne sur 82 dans le monde des affaires. Quand on arrive à des régions comme les Émirats arabes, où j'ai été travailler pour 2 grosses firmes, une firme canadienne et une firme internationale. Et à ma grande, grande surprise, le niveau de corruption était assez élevé, tellement que la grosse firme au niveau international a élu de se retirer tout simplement. Ce qui était peut-être la bonne chose à faire. Ça fait 3 ans de ça, et puis c'est encore la même position que cette compagnie-là a vis-à-vis l'Union arabe. Ce qui était particulier dans ce dossier-là, c'est qu'on travaillait avec le gouvernement de l'Union arabe, et c'est la seule place au monde où j'ai vu qu'il y avait un ministère de l'identité. Avec ma recherche et le temps que j'ai passé là, ben, j'ai découvert que quand on est à Dubaï, ben, la couverture d'écoute électronique est de 100%. Et puis, pour certains, ce qu'ils appellent des locaux, donc des rois ou des princes, cette loi-là ne s'applique pas. Donc, c'est pour ça que quand on rencontre ces gens-là, ils veulent être dans un monde où il n'y a aucun électronique alentour. Et puis, ils font des pieds et des mains pour être sûr que ce qu'ils disent ne pourra pas être répété. Donc, au niveau de la corruption en Émirats arabes, c'est 1 sur 66. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le gouvernement est vraiment... Il y a une partie prenante là-dedans. Et puis, c'est pour supporter les locaux. Les locaux qui sont, en fin de compte, les gens qui sont nés à Dubaï, dans les Émirats arabes. L'entente voulait que la dite compagnie internationale avec la dite compagnie canadienne ait un genre de sponsor, si on peut appeler ça, d'une compagnie locale qui est sous le contrôle d'un des princes. Donc, encore là, en faisant notre due diligence, on s'est aperçu rapidement que c'était peut-être pas la bonne façon pour cette compagnie-là, d'envergure internationale, de gagner ce terrain-là. Donc, on va espérer que dans les 2-3 prochaines années, l'attitude va changer parce que, à ma grande surprise, le fameux prince s'est fait arrêter la semaine passée pour corruption. Donc, plus à suivre sur ce chapitre du livre de la corruption. J'ai été en Corée du Sud, où le taux est de 1 sur 53. Et puis, ça s'est avéré vrai au niveau des affaires internationales, mais dès qu'on arrive dans les affaires locales, je n'ai pas vu aucun signe de corruption du côté local. Donc, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont très fidèles à leur environnement et puis qui comprennent, qui ne jouent pas le jeu des affaires avec des éléments de corruption au niveau international. Encore là, j'étais là avec IBM et puis on a positionné des centres de données justement là, pour des partenaires canadiens. Et il n'y a eu aucun signe de corruption. Donc, ça a l'air que les Canadiens ont été très bienvenus là-dedans et puis ça s'est super bien matérialisé. Du côté de Cuba, ben, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui mène à la corruption. Encore là, on peut juste rentrer par la porte de côté à Cuba. Et puis, moi, j'appelle ça de la petite corruption, là. Mais une fois qu'on est rentré, encore là, les gens sont beaucoup moins corrompus qu'on peut le croire. Et dès que la machine roule, ben ça va bien. Ah, en Chine. Nos chers Chinois. Nos chers Chinois sont particuliers. Ils savent jouer le jeu
du oui, 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 comme on dit. Il y a un peu de l'innocence. Mais derrière eux, ils ont des équipes énormes, énormes, énormes. On était là pour un deal de plusieurs milliards. Donc, j'accompagnais une compagnie. Et tel que j'avais demandé aux exécutifs, c'était de faire, j'appelle ça du radio silence ou du téléphone silence, c'était de fermer tous nos devices. Il y en a plusieurs qui ont pris ça à la légère, puis n'ont pas écouté cette recommandation-là. Et pendant les négociations, on parlait de plusieurs milliards. Certains exécutifs se passaient des messages à travers leur connexion SMS pour dire comment on doit négocier la prochaine étape. Et puis, ils passaient de l'information qui était hautement sensible par rapport à la période où on est en train de transiger. Et ce qui s'est traduit à des pertes de plusieurs milliards lors de la transaction. Donc, l'anticorruption, ce n'est pas juste un État, mais il peut y avoir des techniques derrière. Il peut y avoir des gens qui vont alimenter l'information. Et puis ces gens-là sont payés d'une façon X, Y, Z. On parlait des whistleblowers qu'on veut rémunérer. Bien, eux, c'était des agences de télécommunications qui allaient être rémunérées sur combien la compagnie allait se vendre. Donc, tous ces détails-là, on l'a découvert par la suite à l'aide d'enquêtes internes. Mais c'est juste pour vous dire que l'anticorruption, c'est beaucoup plus large que deux corporations qui se rencontrent et qui essaient de faire affaire en facilitant l'un et l'autre leur travail. Il y a souvent des éléments techniques et des équipes derrière, dépendamment des enjeux. Et en Chine, bien, on retrouve souvent ces phénomènes-là. Au Mexique, bien, là, la corruption, bien, c'est à bout de fusil. Quand j'étais là, encore là pour une multinationale, je passais 3 semaines au Mexique. Et même si j'étais un ex-militaire, j'ai demandé d'avoir des bodyguards parce que ça tirait fort dans le coin. Même quand je suis arrivé à l'aéroport, voiture blindée arrive, je m'en vais à l'hôtel. L'hôtel, c'est une chambre blindée aussi. Et puis à peine 5 minutes, on entendait des coups de feu. Puis ça, c'était dans les années 2008-2009, où il y avait à peu près 1000 assassinats par mois à Monterrey. Donc, comment on regarde la corruption là-bas? Comment on adresse la corruption? C'est pas évident. C'est des cercles, c'est du crime organisé, c'est des familles qui sont prises à otage, comme otages. Il y a des politiques au niveau des corporations. Je me rappelle de voir dans le parc industriel Mary Kay, Panasonic, Dell, tous des gros noms. Et aujourd'hui, je crois que ces corporations-là, la moitié est sortie du Mexique, justement à cause des cas de corruption. Et c'était pas évident. La compagnie que j'allais visiter, où j'ai passé 3 semaines, je suis arrivé là le dimanche et le lundi matin, je me suis pointé pour débuter la vérification. Et quand j'ai mentionné que j'allais voir les personnes, la directrice des ressources humaines, le président de la corporation me dit « Elle est ici aujourd'hui, mais tu ne la verras pas. » Fait que j'ai dit « Pourquoi? » Fait qu'elle, elle avait perdu 3 de ses frères la veille suite à une descente. Donc, ça a envoyé le signal assez fort. Comme quoi que quand on essaie d'enrayer la corruption dans un pays comme ça, bien, il y a le côté humain qui est beaucoup plus fort que le côté monétaire. En Russie, je peux en parler aujourd'hui parce que j'étais avec le ministère de la Défense, donc j'étais dans le département d'engineering. On faisait beaucoup de recherches. Notre ennemi théorique et sur papier était la Russie. Et puis, ce qu'on faisait, c'est que nous, on voulait être mieux positionnés pour protéger nos troupes. Donc, on avait des ententes et on a été acheter des équipements russes de communication pour les évaluer, puis nous permettre de trouver les vulnérabilités de ces équipements-là.
Donc, ça nous a pris quelques mois, mais on a travaillé, c'est drôle à dire, au ministère de la Défense, à trouver une façon d'aller chercher ces équipements-là de façon légale, mais sur le bord de la ligne. On a réussi. Et puis, ça a sauvé probablement plusieurs vies, autant de leur côté que du nôtre. Donc, avec la Russie, quand on parle de corruption, elle est très structurée puis elle est très visée, très ciblée. Et puis, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font justement leur vérification. Avant d'engager quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans le cercle de la corruption, il y a toute une enquête d'antécédents qui est faite. Nous, avec le ministère de la Défense, on avait passé par une firme américaine qui, elle, passait par une firme en Afrique, qui, elle, reliait ça à Istanbul, puis de là, ça partait. Donc, il y a eu tout un cercle de confiance à établir avant d'arriver à nos fins. Donc, il y a ce type de corruption-là où c'est très organisé et n'oubliez pas que les gens font leur devoir, donc ils veulent savoir d'où viennent le dollar. Ce qui est peut-être une bonne façon de ne pas se faire brûler. En Guinée, on sait très bien que c'est dans le nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord. Et là aussi, la corruption est très, très présente. Mais ils essayent vraiment dur de réduire cette corruption-là parce qu'ils viennent de s'apercevoir que ça affecte la qualité de vie de leurs citoyens. Et puis, ils veulent commencer à se démarquer au niveau international. Donc, dernièrement, j'ai été demandé pour justement me rendre là-bas pour regarder un projet type CHUM, parce qu'ils veulent mettre un hôpital en place. Et ils s'aperçoivent très bien que, basé sur la culture présente, ils ne pourraient pas le faire. Mais on voit que c'est un pays qui essaie de se sortir de ce marasme. Haïti, encore là, la corruption est causée par les besoins essentiels de survie. Je prenais comme exemple, ici au Canada, on a des maisons, on a des portes, on a des serrures après nos portes, on a des fenêtres, on se sent en sécurité. Mais dites-vous que là-bas, j'étais encore là cet été, puis 95% des résidences n'ont pas de fenêtres, n'ont pas de porte. Et ils se font voler à journée longue. Donc, c'est juste pour vous dire, puis ça, c'est à Port-au-Prince, à la capitale. Donc, mettez-vous dans les souliers du Cubain, pas du Cubain, mais du Haïtien qui essaie de survivre puis essayer d'améliorer sa qualité de vie. Donc, l'élément corruption est élément de survie pour eux. Et puis, quand j'étais là, encore là, on a des gardes du corps quand je vais là. Mais j'ai marché 5 pieds dans la rue, puis j'avais déjà 3-4 Haïtiens après moi, là. Donc, quand on fait affaire avec des agences là-bas, il faut vraiment faire attention. Puis même une des vice-présidentes de la banque elle nous a dit qu'elle allait quitter justement Haïti à cause de ça. C'est une Haïtienne, elle étudie à Montréal, puis elle est retournée dans son pays pour leur donner un coup de main, mais elle voit que c'est quasiment impossible de redresser la situation. Elle a des enfants, puis la vie de ses enfants a été mise à risque. Et puis, ma dernière visite a confirmé qu'elle allait quitter Haïti pour aller en République. Donc, c'est juste vous donner encore là un survol de la réalité du terrain, qu'on peut parler d'anticorruption, mais il faut comprendre le contexte. Il faut être en mesure de pouvoir peser le pour et le contre. Puis, parce qu'en bout de ligne, c'est une vie humaine qui peut en dépendre. Les Nations unies ont justement débuté une campagne pour les détournements financiers. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, mais ça donne un coup. Détournement fiscal, ça peut être vu comme de la corruption aussi. Hein. Je ne suis pas assez éduqué pour pouvoir faire 1 + 1 = 2, mais tant qu'il y a de l'argent, il y a du questionnement à faire, puis il faut faire la reddition de comptes, savoir d'où ces argents-là ont été gagnés, puis ils devraient retourner dans ces pays-là.
Corée du Nord, ben, j'en parle même pas parce que vous connaissez la situation là-bas. Nous, encore là, au niveau du ministère de la Défense, quand j'étais à Ottawa, on avait des exercices avec eux, puis c'était pas évident. On essayait de les rapprocher, hein. On veut être bon amis. Donc, on essayait de faire des exercices en Corée du Nord, puis c'était quasiment mission impossible. Et en bout de piste, on a la Somalie. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir des films de la Somalie, mais c'est très, très représentatif de ce qui se passe en Afrique du Sud. Et puis, il faut être prêt à faire face à ce type d'engagement-là, qui est la corruption, pour pouvoir passer outre puis pouvoir faire des affaires là-bas. Est-ce que vous avez des questions sur mon tour de la planète? Est-ce que ça vous ouvre un œil ou ça vous enferme un? Donc, quand on regarde le contexte et les risques présentés par le contexte, il reste une minute? Ah, OK, parfait. Allez-y. Oui. Oui, définitivement. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les Nations unies parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait beau envoyer de la nourriture, il y avait beau envoyer de l'argent, tout se dilapidait, puis peu de traces restaient. Donc, je sais qu'ils ont changé leur fusil d'épaule depuis à peu près 1 an, où ils regardent justement la reddition de comptes et puis essayent d'être beaucoup plus efficaces au niveau de la reddition de comptes. Comme on dit, la norme nous permet de se mesurer, de se donner des objectifs, de gérer les attentes. Donc, ça donne un outil pratico-pratique qui n'est pas limitatif. Toutes les normes ISO sont ouvertes et sont adaptables aux besoins. Mais comme je disais à bien du monde, oui, la corruption, c'est un élément qu'on doit garder confidentiel, mais à l'intérieur de la confidentialité, il doit régner la transparence. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'inculquer avec la norme. Parce que la norme sait que c'est pas parce qu'on dit qu'on est anticorruption qu'on ne doit pas laisser tomber les enveloppes brunes d'un côté, parce que ça peut affecter un peuple. Donc, il faut avoir une approche raisonnable, contrôlée, pour justement enrayer ce malaise-là à court, moyen et long terme. On ne peut pas changer le monde, mais on peut l'aider à s'améliorer. Est-ce que la Croix-Rouge canadienne va devenir ISO 36 000? Je ne sais pas, ils ne m'ont pas appelé encore. Oui. On a perdu 5 millions dernièrement, on entendait ça. Oui. Ouais, Eux, ils tombent dans le 18 là. Exactement. Un peu comme mes amis russes et mes amis chinois qui vont faire un due diligence sur d'où vient l'argent pour assurer que le côté corruption soit bien supporté, si je peux prendre ce terme. Donc, en réalité, ce que j'ai toujours appris dans l'armée, c'est qu'il faut toujours jouer le même jeu que l'ennemi. Et c'est là qu'on va le dérouter. Un peu comme dans la police aussi, quand on essaie de suivre quelqu'un, hein? On va le suivre de la même façon qu'il conduit, puis on va essayer de comprendre ce qu'il fait. Et donc, si on comprend très bien ce qu'il fait, on va pouvoir plus facilement le contrecarrer. Non, ce n'est pas pour faire de la corruption, c'est sachant que c'est un environnement qui est corrompu, comme un lac qui est contaminé. Hein, on va s'habiller pour faire face à ce lac-là qui est contaminé. Bien, on avait des enveloppes discrétionnaires, mais la reddition de compte était très, très serrée, là. On savait exactement qui recevait 2 $ pour ça, 3 $ pour ça. Et donc, il y avait un contrôle. Contrairement à d'autres organisations où je parlais à une compagnie, j'ai passé mon dimanche en réunion avec une grosse corporation pour justement essayer de positionner l'effet d'enveloppe brune. Et puis, cette grosse corporation-là passe par un tierce qui est une compagnie de marketing. Et puis là, il se posait la question, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Parce qu'ils ne veulent pas se faire pincer les doigts dans l'engrenage. Fait que ma réflexion sur ce problème-là était que non, ce n'est pas la bonne façon.
sont mieux d'établir pignon sur rue de façon légale. Puis, s'ils doivent contribuer à bâtir quelque chose, bien, qui est au moins dans l'enveloppe confidentialité, avoir la transparence de dire à qui ils ont donné cet argent-là. Et puis, c'est probablement la meilleure approche à prendre. Je n'ai jamais cru à faire, à contourner un objectif, pas contourner un obstacle, quand on sait très bien que des fois, c'est plus facile d'enlever l'obstacle. Et puis, si on enlève l'obstacle, on démontre une certaine notoriété, un savoir-faire, puis un certain niveau d'intégrité pour les autres. Donc, quand je disais ça avec le ministère de la Défense, c'est que oui, il y a une pochette d'argent très limitée, mais c'est pour la survie de nos soldats, c'est pour la survie des opérations, puis c'est pour minimiser l'impact sur les citoyens aussi, là. Donc, ça fait partie d'une stratégie militaire, comme la planification du théâtre. Oui, merci pour les commentaires. Et puis, c'est exactement un peu la conclusion, c'est que par rapport à chacun des pays, il faut adresser les règles de mitigation selon les cultures puis les valeurs de ce pays-là. On ne peut pas arriver avec une solution tout mâchée puis dire, bien, on implante 37001 de telle façon. Il faut vraiment s'adapter et c'est pour ça que c'est juste un cadre. Les contrôles, la façon de faire doit être propre à chacune des corporations ou des niveaux gouvernementaux pour arriver à nos fins. Et comme on dit, si on serre trop serré au début, ça va casser. Il faut y aller graduellement. Et puis avec l'éducation, la formation, les technologies qui arrivent dans ces pays-là, on va pouvoir influencer de façon positive la culture pour permettre à tous et chacun de bien vivre là, des argents qui rentrent dans chacun des pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que la corruption, souvent ces argents-là dorment dans des coffres pour lesquels ils ont même de la misère à fermer la porte. Donc, ils ont trop d'argent, beaucoup trop d'argent. Et ce surplus d'argent-là ne bénéficie pas à personne, même pas au roi de la corruption. Donc, il faut changer cette mentalité-là. Ici, on a un contexte. Je vais juste y aller rapidement. C'est un peu une reprise du standard, mais ce que je voulais surtout mentionner, c'est que il y a 3 risques. Donc, quand on passe à travers chacun des facteurs du contexte, on arrive avec 3 risques, qui sont l'identification des risques propres à la corruption pour le dit secteur, l'analyse et la prioritisation. Donc, il faut prioriser. Si je suis en avionique, puis je m'en vais au Maroc pour implanter une ligne de production, c'est sûr que si je serais une pharmaceutique puis j'essaierais de faire la même chose, le niveau de corruption serait différent. Les gens seraient différents. Donc, c'est adapté à chacun des types d'entreprises manufacturières ou de services. Et il ne faut pas oublier l'évaluation de l'efficience de ce qu'on met en place. Il faut être capable de le mesurer, puis il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut quasiment avoir défini nos facteurs de succès avant même de se déplacer pour prendre position sur le terrain. La perception est un reflet de la réalité qui est certes la raison de la discorde lors de moments venus. Et puis ça, c'est de mon cru. Donc des fois, je suis poète à mes heures. Et puis j'ai trouvé que c'était une belle ligne parce que la perception, on a tous des perceptions différentes. Et puis ce qui emmène la discorde, c'est le non-discours, le non-dialogue. Il faut apprendre comme lead implementer ou lead auditor, de pousser le dialogue pour vraiment faire comprendre les deux côtés de la médaille. Est-ce que vous aimez ça, le côté bilingue? Et la réalité. Donc, comme aviseur et auditeur, on a un code d'éthique. On doit travailler main dans la main pour s'assurer que les deux parties puissent arriver à leurs objectifs. Puis, il y a des règles de corruption qu'on ne peut pas adhérer, mais il y en a d'autres que
si on veut aller plus loin, bien, il faut considérer au moins. En conclusion, la diversité de nos efforts et nos initiatives pour combattre la corruption, si peu soit-elle, démontreront des gains aussi petits qu'ils soient. Permettons l'accès à un partenariat d'affaires véritable, plus juste et équitable pour tous. Là débute notre péril. Donc, comme auditeur et vérificateur, vous allez voir que c'est toute une croisade d'essayer d'inculquer les bonnes valeurs à des bonnes personnes. Puis c'est grandement la raison que la norme va avoir du succès, c'est qu'elle nous permet justement d'ouvrir ce dialogue-là et d'emmener les gens à penser dans ce schème-là. Donc, souvent, les gens voient des auditeurs comme la bête noire. Et souvent, moi, quand je sors d'une boîte, bien, ils voient que je suis un mouton, mais avec une tête de lion. Donc, avec cela, j'espère que vous avez apprécié mon mea culpa et que lorsque vous allez avoir la chance de voyager et d'entrer dans le cœur des entreprises et dans le cœur de leur vocation, bien, rappelez-vous qu'il y a une culture derrière, puis elle est propre. Et puis, c'est important de s'imbiber de cette culture-là. Avec ça, je vais vous laisser aller prendre un café, sachant que ça a peut-être été long. Merci beaucoup pour votre écoute et puis bonne continuité.